C'est mon rêve. Moi, Ouais. depuis que j'ai 12 ans, je veux faire ça. Je veux faire rire les gens. T'es comme un gosse voilà, dans un manège. Mais je me disais, bon, jamais je pourrais le faire. Mais j'avais une petite voix qui me disait peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour. Et j'ai compris qu'il valait mieux faire soi-même. Même vaut mieux bricoler dans son garage un truc et le faire plutôt que pas faire. En espérant que des gens vont vous donner les moyens de le faire. Planter, j'ai pris des bonnes cattles, j'ai pris des fours, j'ai pris des bides, j'ai fait des chroniques nulles. J'ai vraiment pas tout fait bien, hein, mais j'apprends un nouveau métier, s'écouter un peu, se connaître, et puis après faut se lancer, mais c'est le plus dur, hein, c'est le saut. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?», au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui vous invite à écouter votre petite voix. Si je vous dis Laurent Régarez, vous me direz probablement « connais pas ». Par contre, vous connaissez sûrement le personnage qu'il incarne sur les réseaux sociaux et maintenant sur la scène, Jason Chicandier. Oui, vous savez, cet ancien notaire stéphanois, devenu juriste lillois, qui suite à son licenciement a écouté sa petite voix et s'est lancé en tant qu'humoriste et qui cartonne. Il est devenu célèbre avec sa vidéo dans sa voiture le vendredi « On est bleu, on est métal ». Ou ses fameuses intros « Salut mes petits bigorneaux !» et ses conclusions « Ça, c'est mon analyse ». Je ne vous en dis pas plus, bienvenue dans l'univers de Laurent Régarez. Bonjour Laurent. Bonjour. Pour commencer, je te propose de parler des 2 objets que tu as ramenés pour te présenter. Ah oui, tout à fait. Alors, j'ai ramené 2 objets. Alors, je suis désolé, je veux juste le récupérer l'autre parce qu'il y a des choses qui sont magnifiques dedans. J'ai ramené 2 objets. J'ai ramené un livre qui est un livre de Robert Giraud, voilà, parce que je voulais bien le citer, et qui s'appelle L'argot du bistrot. C'est un livre qu'on m'a offert. Et en fait, comme je fais beaucoup de sociologie de bistrot et de comptoir, en fait, j'adore utiliser des mots de bistrot, justement, des mots d'argot qu'on n'entend plus forcément dans la langue française. Et c'est ce que faisait d'ailleurs, il y avait Brassens qui adorait faire ça. Alors, je ne me comprends pas Brassens, on est bien d'accord, mais il adorait faire ça, utiliser des vieux mots dans ses chansons. Il y avait Audiard, Dard, etc. Et j'adore dans mes chroniques utiliser des mots qu'on n'utilise plus. Et donc, c'est un livre que j'utilise beaucoup pour écrire mes chroniques. Voilà, donc qui ne me quitte plus. Et le deuxième objet que j'ai apporté, c'est du Jack Daniels. Voilà. c'est du whisky. Pourquoi j'ai apporté du whisky ? Parce que malheureusement, c'est ce que je te disais hors antenne, j'ai le trac. En fait, je trouve que c'est la chose la moins naturelle au monde que de parler en public. Et alors pas pour les chroniques radio, là, j'ai pas besoin de boire, mais avant de monter sur scène, je bois un peu de Jack Daniels, j'avoue. Le goût, déjà, j'aime bien. Et puis ça me donne le petit boost pour le faire. Mais j'aimerais bien un jour me dire que j'ai plus besoin de ça, mais pour l'instant, j'en ai encore besoin. Voilà. Ce qu'on dit d'ailleurs en antenne, peut-être que ça sera la sophrologie un jour qui t'aidera à remplacer le Jack. Exactement, peut-être la sophro, les smoothies au concombre. On ne sait pas ce qu'on peut devenir. On ne sait pas. Il faut laisser ouvert. Je suis ouvert. En fait, j'essaye d'être le plus libertaire possible, au sens large. C'est-à-dire, moi, je suis rabelaisien, c'est-à-dire que, grosso modo, effectivement, j'axe pour l'instant mon domaine de prédilection sur dire, moi, laissez-moi bouffer, laissez-moi boire, laissez-moi être, gargantua, et puis c'est comme ça. Mais moi, je suis en fait libertaire, c'est-à-dire que déjà, je laisse tout le monde faire ce qu'il veut. J'ai des copains qui sont végétariens, j'ai des copains qui boivent pas une goutte d'alcool, j'ai des copains cyclistes même. C'est compliqué, mais non. Donc non, chacun fait ce qu'il veut à partir du moment où il trouve à peu près son compte, et voilà, c'est très compliqué de vivre sur cette planète. Alors grosso modo, faites comme vous pouvez et faites comme vous voulez si vous y trouvez votre compte. Voilà. Donc je n'ai aucun jugement sur ce que font les gens, et peut-être qu'un jour effectivement je ferai du yoga, de la méditation, qui sait. Je perdrai 30 kilos, je partirai vivre au Népal, j'en sais rien. Il faut se laisser ouvert Exactement. À tout. L'épisode qui suivra le tien, ouais. Ça sera un épisode avec Daniel Blouin, qui est un Canadien qui a changé plein de fois dans sa vie et qui a écrit un livre sur ses sorties de zone. D'accord. Qui est absolument extraordinaire et que je te ferai écouter si ça te dit. Avec grand plaisir. Il a fait une espèce de...
psychologie, philosophie, c'est pas le mot, mais en fait, il a une espèce de méthode en disant la vie, c'est un changement permanent et qu'en fait, il y a des moments où t'as mal, il y a des moments où. Mais t'es obligé de passer par là pour être heureux, en fait. Bien sûr. Et c'est pas grave de se dire que à 30 ans, t'as envie de faire ça et à 35, c'est plus ce que t'as envie de faire. Tout à fait. C'est pas forcément facile à accepter pour tout le monde parce que c'est pas comme ça qu'on a été éduqué et évolué, mais il faut y aller. Alors, moi, mais c'est des sujets qu'on a souvent, nous, avec des amis en soirée, évidemment arrosés. C'est l'idée du bonheur. Et en fait, moi, par exemple, j'ai un... Pour l'instant, j'ai pas vraiment de connexion avec le bonheur. En fait, le bonheur m'emmerde. C'est quoi déjà pour toi le bonheur ? Eh ben, justement, parce que il y avait un bouquin de Pascal Bruckner qui s'appelait L'euphorie perpétuelle que j'avais adoré, et justement où il disait que pour moi, le bonheur, c'est il y a des instants de bonheur, il y a des instants magiques, magnifiques, et puis il y a des instants de grande dépression, des instants de blues, des instants durs, des instants où il se passe rien aussi. On n'est ni heureux ni malheureux, et du coup, pour moi, le bonheur ne peut pas être un état perpétuel. On peut pas dire j'ai trouvé le bonheur. Dans une journée, on a 1000 fluctuations qui font que le matin on peut se lever avec la pêche et 3 minutes après on a un texto qui nous met vraiment moins la pêche et voilà, et donc on peut après être très bien, je sors d'une chronique, je suis content de moi, je dis super, et puis après on m'appelle et on me dit dis donc c'était un petit peu de la merde. Ah bah zut, du coup je suis moins bien alors du coup, hein. Et donc du coup selon moi, pour l'instant c'est comme ça que je le vis, je m'enlève un peu cette idée de bonheur, parce que je crois que parfois c'est un miroir aux alouettes qui est très difficile, parce que tout le monde dit parle de bonheur, moi je l'ai pas, donc du coup je suis mal, pourquoi je suis mal, pourquoi voilà, et du coup moi j'enlève un peu ça de mon idée, et je dis je fais les choses, et parfois quand vraiment je suis qu'en souffrance, là je dis c'est peut-être pas là qu'il faut aller. Ouais. Voilà, quand je suis à genoux en train de chialer sous la douche, je me dis là faut prendre une autre voie, voilà. Mais du coup j'essaye pas de trop on va dire essentialiser le bonheur, parce que je crois que c'est très compliqué, surtout dans la plupart des gens que je vois, il y a personne qui me donne en tout cas la sensation d'avoir trouvé le nirvana, quoi. Il y a des gens que je vois très mal, des gens que je vois mieux, mais je vois pas quelqu'un où je dis voilà, révélation, la lumière il porte la lumière. Voilà, bref. Et avant, donc aujourd'hui, donc tu es un humoriste connu et de plus en plus connu. Je t'invite à revenir à qui était le petit Chicandier, ou même le petit Laurent, en fait. C'est une bonne question. Le petit Laurent. Alors déjà, moi, quand j'étais petit, en fait, on était 2 frères. Et moi, j'avais un grand frère j'ai toujours un grand frère de 4 ans, mon aîné. Et donc, du coup, moi, j'étais un petit très sage. J'étais très sage. On pouvait me donner 3 cailloux, me mettre dans un coin, et je pouvais rester 5 heures sans rien faire. J'étais très contemplatif, petit. Plutôt timide, j'étais assez réservé. Ça s'est arrêté ça vers 8-9 ans, hein, mais jusqu'à 8-9 ans, j'étais plutôt... j'étais pas tant foufou que ça. Et j'étais... Gourmand ? Oui, ça par contre, ouais. Alors ça, j'ai toujours été rondouillard. Voilà. Comme disait Coluche à propos de Richard Anthony, il était vachement rondouillard pour un maigre. Mais oui, j'étais rondouillard tout le temps. Ça a été un complexe, à un moment, même dans ma vie, surtout au collège, lycée, etc. Parce que j'ai eu des phases où j'ai maigri, et puis après, forcément, ma nature faisait que je grossissais. Mais j'étais donc du coup un garçon, et je pense que c'est à partir de 9-10 ans, justement, quand on se chambre on en parlait hier avec des amis. Je disais que la meilleure école, c'est quand on se chambre dans une cour de récré, parce qu'effectivement il y a un gros, il y a un roux, il y a un mec qui a les cheveux frisés, il y a un mec qui est trop grand, il y a un mec qui a des boutons, il y a un mec qui est trop riche, il y a un mec qui est trop pauvre. Voilà, donc et donc à un moment donné, c'est la vanne, c'est l'univers de la vanne, l'univers de se chambrer. Et c'est là que je me suis dit, en fait, la force qu'on peut avoir dans la vie, c'est malgré le fait que le physique soit pas, voilà, et ben on peut compenser par de l'humour, on peut compenser par plein de choses. Et donc on a découvert la force de l'humour, en fait, tous ensemble avec les copains, et on a tellement aimé
aimé ça, que même après on a commencé à faire dès qu'on avait 12-13 ans. On écrivait des films. Génial. Des pièces de théâtre, des chroniques, on voulait faire rire tout le temps. Voilà, notre obsession, c'était de faire rire. Voilà. Et je crois que tu adorais faire rire ta maman. Oui, parce que quand on était petit, dans la voiture, on écoutait, c'était les incontournables de Coluche. Alors, c'est vrai que moi j'avais 6 ans, donc je comprenais pas tout. Est-ce qu'on doit écouter Coluche à 6 ans? Je sais pas, mais pourquoi pas, après tout. Et en fait, j'avais ma mère, mais qui riait, parce qu'elle a un rire très fort, et qui riait dans la voiture, qui riait, et je disais, j'adorerais pouvoir avoir cette puissance comique de faire rire ma mère comme Coluche fait rire ma mère. Et on riait dans la voiture, et c'est vrai que j'ai été bercé par Coluche dans la voiture, entre autres. Petit. Voilà. Et est-ce que tu disais, quand je serai grand, je veux être comique? Qu'est-ce que tu disais? C'était quoi? Oui, moi c'était mon rêve. C'était mon rêve. Moi, depuis que j'ai 12 ans, je veux faire ça. Je veux faire rire les gens. Les gens. Excuse-moi. Je veux faire rire les gens. Oui, c'est mon obsession. Mon obsession. Je m'en souviens avec mon copain Guillaume, on avait créé même un laboratoire du rire quand on avait 16-17 ans pour essayer d'analyser tout ce qui était possiblement drôle, entre l'absurde, entre le comique de répétition, entre le comique graveleux, entre le comique littéraire, voilà, et pour essayer de trouver quelle était la partition la plus large pour faire rire. Donc oui, c'était. Après, je me suis dit, c'est impossible, mais quand on avait 16-17 ans, on envoyait des cassettes à Canal+. Voilà, nos idoles, c'était Antoine Decaune, José Garcia, Bruno Gassio, Les Guignols. Voilà, tout cet univers-là, j'étais comme un gosse, voilà, dans un manège, mais je me disais, bon, jamais je pourrais le faire. Ouais. Mais j'avais une petite voix qui me disait peut-être qu'un jour. Et là, donc, du coup, t'envoies les cassettes, mais t'as pas de réponse? Alors, il se trouve qu'on avait fait un court-métrage quand on était, c'est qu'on avait une vingtaine d'années, qui avait été sélectionné par Canal+, et qui était passé sur Canal. C'était pour le réveillon de 2000, c'est ça. C'était le réveillon du Nouvel An de 2000, et il passait en fait des courts-métrages qui avaient été sélectionnés. Okay. Et on avait été sélectionnés. Donc là, tu t'es dit, peut-être que ça sera mon métier? Ah, pas du tout. Non. Là, on avait gagné un lecteur DVD. On était 3, et donc donc il y en a un qui l'a récupéré, il a donné l'argent aux autres. Voilà. Mais non, jamais. Ça, c'était vraiment. Mais on n'a jamais arrêté. On envoyait des cassettes, cassettes. Ouais, t'as jamais lâché. Jamais lâché. J'ai dû écrire à peu près à toutes mes idoles. J'ai écrit à l'époque à Laurent Baffy, j'avais écrit à Jean-Marie Bigard, puis en fait j'avais pas de réponse et je disais voilà, mais personne ne t'a jamais répondu? Non, mais après je comprends, c'est-à-dire qu'ils reçoivent, je sais pas, à l'époque c'était des lettres, mais maintenant c'est des mails ou ils en reçoivent. Alors maintenant ils ont des community managers, donc qui répondent, mais s'ils en recevaient, je dis n'importe quoi, 100 par jour, ils ont pas le temps matériellement de répondre à 100 personnes. C'est ce que tu me disais, voilà. Toi tu as 3 heures de réponse moi par aujourd'hui, jour. Si je veux bien faire mon community management, j'ai 3 heures de community à faire par jour. C'est plutôt sympa parce que j'aime le faire, mais c'est juste faut prendre le temps. Et puis souvent une question n'appelle une autre. Quelqu'un me dit voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais, machin, moi aussi j'écris, donc tu lis la chronique, et puis du coup tu dis ce que t'en penses, alors tu machin, et puis après tu dis bon bah je veux passer à autre chose, mais lui il te dit ah oui alors du coup voilà, et tu dis mais je les frustre les gens, donc moi je déteste ça, mais donc je le fais dans mon bain, comme je suis un peu insomniaque, je le fais dans mon bain entre 3h et 6h du matin généralement, mon community. Voilà. Donc si on reçoit les réponses de toi, d'ailleurs l'autre jour j'ai reçu une réponse de toi à 4h du match, oui. Je me dis bah dis donc, ok. Oui, non, c'est en fait, après je me dis bon, la plupart des gens coupent leur téléphone ou n'importe quel, c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens, c'était très impoli d'envoyer des messages à 4h, mais c'est vrai que maintenant, il y a des trucs où on coupe, et voilà, on peut. Donc et puis moi du coup, c'est comme ça, après ma journée, je peux la faire, j'ai répondu au texto, j'ai fait mon community, je suis à l'aise. Et donc tes parents sont médecins, si j'ai bien, j'ai bien suivi. Tout à fait. Et donc avec une vie toute tracée, toute calée, alors, on peut pas vraiment qualifier mes parents de orthodoxes. D'accord. Donc c'est pas du tout calé. Mon père était un très très bon chirurgien, d'ailleurs thoracique et viscéral à Saint-Étienne. Okay. Ma mère ophtalmologue, très bonne ophtalmo aussi. Et en fait, les deux étaient. Ma mère très théâtrale, elle faisait du théâtre aussi, voilà. Et mon père, lui, c'était plutôt très sportif. Elle faisait beaucoup de montagne, mais il pilotait aussi. Il était pilote, d'avion, mais pour comme passe-temps, quoi. Il faisait de l'avion, donc en fait ils avaient tous les deux, ils n'avaient pas de projection.
Ma mère un peu plus parce qu'elle était très scolaire, donc elle avait des projections sur il faut faire des études, etc. Ce qu'on a fait d'ailleurs avec mon frère. Mon frère est notaire et moi du coup j'ai passé aussi le diplôme de notaire. J'ai fait du droit et puis voilà. Mais non, en fait mes parents c'était pas du style il faut être. Ma mère un peu plus, mais pas tant que ça. Voilà, pas tant que ça. J'ai jamais eu. Mais d'ailleurs quand j'ai annoncé ça, j'ai pas eu de réaction de c'est voilà ma mère au tout début, elle a pleuré, c'est vrai. J'ai lu sur RTL qu'elle t'a dit un truc genre j'aurais préféré que tu m'annonces que t'allais mourir. Ouais, c'est ça. Au tout début, ça a été super violent. Ouais, c'est ouais. En fait, c'était avant que je quitte mon boulot, enfin surtout avant que je me fasse virer en fait. Et ma mère, je lui avais dit, tu sais maman, j'ai ça dans l'œil. Et je dis, tu me connais depuis longtemps et j'envisage éventuellement machin. Et là, elle s'était mise à pleurer, voilà. Et elle me dit, honnêtement, voilà, je préférais que tu me dises quand t'as un cancer, quoi. Elle m'a dit, j'ai fait, mais moi les pieds noirs, alors elle est voilà. Elle est expressive. C'est expressive, c'est Marthe Villalonga dans le coup de Sirocco, quoi. C'est mon fils. Alors du coup, elle m'a dit, j'ai rêvé que les nazis m'emportaient et que toi tu me regardais et que tu ne réagissais pas. Voilà, ça c'est ma mère. Après avec tout le degré de culpabilisation. T'avais quel âge quand tu lui as annoncé ça? Bah c'était il y a 1 an. Donc j'étais adulte quand même, j'avais 40 ans. Et voilà, donc après... Non, mais c'est passé assez vite en fait. Ouais. Déjà parce qu'elle est venue me voir sur scène et elle a vu que c'était pas de la... Enfin, c'était de la blague, mais c'était de la blague mais que t'es je bon. faisais. Voilà. Bah ça, je saurais pas le dire, mais en tout cas... Moi, je le dis. Voilà, bah, c'est gentil. Pour qui je suis, mais en tout cas... Et voilà, elle a vu en tout cas qu'il y avait le feu dans l'œil. Ouais. Voilà, que je lâcherais pas l'affaire. Et que du coup, quand tu as affaire à un passionné et que tu vois qu'il lâchera pas l'affaire et ça prend quand même, faut se le dire, elle s'est dit, bon, ok, je vois que... Ok. Donc, non, ça s'est plutôt pas mal passé en fait. Donc là, du coup, tu deviens notaire. Oui. Tu fais les études, tu étais notaire. Là, j'ai fait 2 ans dans le notariat parce qu'en fait, bon, ça entraîne les détails, mais ça s'appelle le diplôme supérieur du notariat. On est obligé de faire 2 ans de stage. Donc j'ai fait mes 2 ans de stage dans une étude de notaire. Je me suis fait chier comme un rat. J'avais un maître de stage, Philippe, que j'embrasse. Il m'écoutera pas, mais voilà, qui m'a mis des coups de pied au cul. Il appelait ça la théorie de la prise électrique. Donc il disait, quand on fait une erreur, on la refait pas 2 fois avec moi. Donc il gueulait tellement. À un moment donné, il m'a quand même dit, vous êtes même pas digne de balayer les chiottes. Voilà, c'était... C'est la psychologie positive. Tout à fait. Ah bon, on était dans un management on n'était pas hashtag empathie, hashtag de... Non, tout ça, il y avait pas. Il y avait pas le chief happiness. Non, il y avait pas d'happiness thérapie au sein des structures, surtout des petites structures notariales. Mais bon, voilà, c'était comme ça, c'était à l'ancienne. Mais surtout, ce que ça m'a fait comprendre, c'est que j'étais pas fait pour ça. C'est un métier de rigueur, c'est un métier de papier, c'est un métier où faut être structuré. Moi, je suis déstructuré, j'ai aucune rigueur. Voilà, je peux avoir des idées, même juridiques, j'avais des idées un peu folles parfois, voilà, qui amusaient les gens, mais j'avais pas de... Non. Et donc, j'ai fait un 2e stage chez un autre notaire qui m'avait dit, Monsieur Regueras, je crois qu'il faut faire autre chose. Voilà, tout simplement, ce métier n'a pas besoin de vous. Voilà. Et donc, après, je suis devenu juriste d'entreprise. Donc là, t'étais un peu perdu ou tu t'es dit... Non, mais j'étais très content de quitter le notariat. Par contre, là, je m'en souviens à l'époque, les gens, j'allais dire, ça a été plus naturel pour moi de quitter le boulot et de faire comique que chez les gens de dire, mais pourquoi il a fait des études de notaire pour pas être notaire? Et là, il fallait tout le temps que je me justifie. En disant, mais je serais pas un bon notaire, je peux être un juriste d'entreprise tout à fait sympathique, mais je serais pas un bon notaire, ça n'a aucun intérêt, quoi. Et les gens, ils disaient, mais pourquoi t'as fait notaire? Je dis, je sais pas, j'ai eu un diplôme, voilà, j'ai eu un diplôme, voilà. Et bref, donc et après j'ai fait juriste d'entreprise, et puis après responsable juridique, puis directeur juridique, et puis j'ai fini secrétaire général voilà, d'une structure de logement social. Et c'est là, donc grâce à Facebook, où tu as lancé Chicandier? Oui, alors ça c'était en 2000, à l'époque je bossais chez Casino, et j'étais juriste chez Casino, et comme j'avais quand même compris le principe de Internet va de plus en plus se développer, les réseaux sociaux, tout ça, donc tu as plutôt intérêt à prendre un pseudo, pour pas que demain, si tu changes de boîte, il y ait des mecs qui tapent ton nom et qui trouvent toutes les bêtises que j'allais raconter. Donc c'est pour ça que... Alors pourquoi Jason Chicandier? Parce que j'avais essayé de trouver le prénom et le nom que je trouvais les plus cons ensemble. Voilà. C'est comme... voilà. Alors à l'époque, il y avait beaucoup de prénoms américains. Alors c'est vrai que c'était rigolo, les prénoms américains, parce qu'en fait, souvent le prénom en soi, bon, il peut être marrant, mais c'est surtout avec le nom de famille à coller. Donc ça devient parfois un peu ridicule quand on s'appelle Dylan Bobichon. C'est vrai qu'il y
y a ce côté franchouillard du Bobichon Avec le côté américain, et l'américain du truc. Genre, j'en ai regardé Beverly Hills, on l'a appelé Dylan, mais il reste le Bobichon, quoi. Il C'est habite à Saint-Chamond. Et donc je trouvais que c'était marrant. Et en fait, j'ai enlevé, de plus en plus, j'enlève Jason parce que déjà, je trouvais que c'était très condescendant de dire toi, t'as un prénom marrant américain, parce que ça fait un peu, vous les pécores, vous donnez des prénoms américains, et nous, les gens aisés, on a des prénoms, on s'appelle Anne-Charlotte, et on s'appelle Louise, et on s'appelle Marie. Voilà. Et, tu as presque cité tous mes prénoms. non mais voilà, il y a une lutte des classes dans le choix des prénoms. Bien sûr. Mais c'est un marqueur social hyper fort. Ouais. Et donc après j'ai dit mais en fait cette condescendance me va pas du tout, parce qu'en plus c'est pas du tout mon propos. Moi je suis quelqu'un de bistrot, je fais aucune distinction entre les gens, et donc je trouvais que c'était voilà, j'ai dit on enlève Jason et on garde Chicandier. Ok. Voilà. Donc là, tu te dis, donc tu fais des vidéos Oui. Qui commencent à prendre un petit peu, pas trop. Comment tu commences à les faire connaître? Alors, au tout début, en fait, j'ai vu avec Facebook, toutes les portes, moi, m'étaient fermées, on va dire, radio, télé, etc., tous les médias traditionnels, fermés. Pourquoi? Parce que c'est honnêtement, c'est comme jouer au loto. Entre le nombre de gens qui veulent être auteurs, humoristes, etc., et le nombre d'élus, voilà, comme je te disais, on peut envoyer toutes les cassettes, tous les machins du monde, ça peut ne pas marcher. Et surtout, j'ai compris qu'il valait mieux faire soi-même. Même vaut mieux bricoler dans son garage un truc et le faire, plutôt que pas faire. Ouais. En espérant que des gens vont vous donner les moyens de le faire. Donc là, avec Facebook, j'ai dit, ce qui est génial, c'est que j'avais déjà un blog, moi, sur Internet. Un blog qui parlait de quoi? Overblog, c'était des chroniques, pareil, toujours des chroniques, je parlais de la vie du bureau. C'était du texte, c'était pas de la vidéo. Non, là c'était que du texte, ouais. Et avec... mais en fait, au tout début, moi, de Facebook, j'ai fait que du texte, pas de vidéo. J'ai fait de la vidéo parce qu'un jour, je refusais d'avoir un smartphone. Ouais. Voilà, vieux con. Et puis ma femme me dit, non mais tu vas arrêter quand même, parce que c'est quand même sympa pour prendre des photos, c'est quand même sympa pour tout, en fait. Voilà. Pour se déplacer, pour tout. Donc tu vas arrêter de nous emmerder avec tes trucs là. Donc tu vas prendre un smartphone. Donc elle m'a acheté un iPhone. Et après, donc j'ai vu le truc où on pouvait faire des vidéos. Et je dis ça, c'est génial. Au lieu d'envoyer un texto à un copain, je lui faisais une vidéo. Voilà. Donc je racontais que des conneries et je lui envoyais la vidéo. Et j'ai un copain qui me dit, mais attends, mais tes vidéos elles sont trop marrantes, je les montre à mes copains, ça les fait rire. Je dis mais non. Il me dit tu devrais essayer, parce que voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai essayé une première vidéo. Et effectivement, elle a fait ricaner. Alors au début, les gens, c'est un côté mégalo. Alors même moi, je me disais, mais ta grosse gueule de con là, qu'est-ce que tu vas emmerder les gens en leur postillonnant à la gueule. Et en fait, j'en ai fait une, puis deux. Après, je me suis dit, je vais arrêter. Puis c'est des gens qui me réclamaient en me disant, voilà. Et j'en ai fait une avec Michou, j'en ai fait une avec mon parrain, Pierre Gagnère. Alors là, forcément, voilà. Puis du coup, moi, il y a le maire de Saint-Étienne qui y était mis, donc on en fait une avec le maire. Et donc, bref, et petit à petit, ça a commencé à prendre. Ouais. On avait une communauté qui s'appelait les Joses, qui était montée à peu près 40 000 personnes. Et donc là, j'avais un auditoire de 40 000 personnes pour regarder mes conneries. Donc c'était super. Alors, parfois, j'avais des gens qui me disaient cette vidéo, je l'aime pas, elle est nulle, mais c'était marrant, quoi. Et puis en fait, ça aurait pu s'en arrêter là. Et c'est surtout qu'en fait, j'ai été viré de Facebook plusieurs fois d'ailleurs. D'accord. Parce que y a des standards de trucs où voilà, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Certains trucs passent, d'autres passent pas. Et j'avais été viré de Facebook plusieurs fois. Et donc je crée une chaîne YouTube. Ok. Et je mets mes vidéos sur YouTube. Et là où je suis très malin, c'est qu'en fait, je le mets avec mon adresse mail du boulot. Ah oui. Voilà. Boulot. Ouais. Et donc après, on tapait mon nom. Et donc il y avait toutes mes vidéos YouTube qui apparaissaient. Voilà, c'est là que ma femme m'a dit tu es débile mental, donc on parle d'un débile profond même. Et donc elle m'a dit tu me vires tout. Et là je dis oui, je m'en occuperai, etc. Et une semaine après je me fais virer. Voilà. Tu t'es fait virer parce que tu as fait une vidéo sur Enculé de banquier, c'est ça. Et que là où tu bossais, ça appartenait à des banquiers. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Là je pense qu'en si on doit être honnête, faut toujours quand même être un peu d'introspection dans la vie, ça fait pas de mal. J'étais pas à ce que je faisais. Déjà, j'avais un travail où, à mon avis, il n'y avait pas vraiment de travail. En fait, il n'y avait pas une place pour dédier pour ce que je faisais. J'étais très bien payé pour pas faire grand chose. Et puis, les gens voyaient très bien que j'étais plus au jeu, quoi. Ouais. Moi, j'avais eu la chance, en fait, d'avoir joué à Saint-Étienne, d'avoir comme copain Tom Dingler, qui est le metteur en scène d'Alex Lutz, notamment.
et qui avait trouvé que ce qu'on faisait était sympa, qui en avait parlé avec Alex Lutz, et donc du coup j'avais pu avoir accès au grand point virgule. Donc on avait réservé le grand point virgule. Donc moi déjà quand j'étais secrétaire général, je passais mon temps au téléphone à parler du spectacle, à parler du grand point virgule, du machin et tout. Donc ils voyaient que C'était j'étais... la goutte d'eau. Ouais, voilà, j'étais pas au jeu, ils cherchaient un moyen, et ce moyen, il était tout trouvé. C'est un peu finalement l'erreur entre guillemets de débutant, mais finalement qui t'a servi pour pouvoir vraiment te lancer. Ah bah aujourd'hui, en fait c'est toujours pareil, rétrospectivement, je dis c'était génial, sur le moment c'était pas génial du tout. Moi j'avais ma femme qui me disait que j'étais, voilà, que je les avais fait monter dans le Nord pour ça. Du coup là vous aviez déménagé à Lille pour ce job? Ouais, enfin pour grosso modo oui, voilà, on va dire ça pour le même groupe. Et oui, et donc du coup elle me disait mais je comprends pas, c'est quoi ton objectif, ou alors tu es le joker, c'est-à-dire que tu n'as pas d'objectif, tu cours après les bagnoles en aboyant, mais on sait pas ce que tu veux faire dans la vie. Et moi, au fond de moi, j'avais ce truc-là, mais qu'on veut jamais s'avouer. Et en fait, ce qui est là où la vie devient dingue, c'est que du coup, je dis, écoute, c'est pas grave. J'enlève tous les trucs de YouTube, c'est ce que j'ai fait, et je dis je vais repostuler, mais je dis du coup comme on n'avait pas de famille dans le Nord, etc., on va se rapprocher du Sud, donc je vais repostuler en tant que juriste, responsable juridique, directeur juridique dans une boîte dans le Sud, et je commence d'ailleurs à faire mes démarches. Et c'est là, une semaine après m'être fait virer, que je fais la vidéo Bleu Métal. Et là, du coup, j'avais des copains recruteurs qui me disent « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant avec cette histoire ? Ta vidéo, tout le monde l'a vue. Tu expliques que tu bosses pas le lundi parce que que le vendredi tu bosses pas, que le jeudi il faut que tu tailles les stylos à 16h. C'est quoi ? Ton truc est invendable, voilà. Ton CV est invendable. » Et c'est là qu'on s'est mis autour d'une table avec ma femme. J'ai dit du coup, qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'on se lance dans le truc ? Est-ce que tu crois en moi ? Est-ce que tu crois en moi ? Est-ce que je crois en moi ? Est-ce que je crois en moi ? Et est-ce qu'on y va ? Mais du coup, on était acculés quand même. Il a fallu quand même, voilà. T'avais le droit au chômage ? J'avais le droit au chômage. J'avais touché un chèque en plus. Donc, on va dire financièrement, on n'était pas. J'avais pas le stress. On en a toujours, mais en tout cas, j'avais bien 6 mois devant moi, sans problème. Et puis moi, elle m'a dit, je te laisse 6 mois. Voilà, je te laisse 6 mois, tu te démènes. C'est vrai qu'on n'avait pas de soucis financiers. Tu fais ce que tu veux, je te laisse 6 mois. Et donc, moi, en 6 mois, là, j'ai dit, faut que je me débrouille. Faut que j'envoie. Et qu'est-ce que tu as fait alors du coup ? Alors du coup on a fait la vidéo en fait elle a tout changé, d'ailleurs pour la troupe, parce qu'on était une troupe, on était 4 ou 5 et j'ai vu que tout a changé parce qu'on a joué la première fois donc au Grand Point Virgule le 21 mars 2019 et là en fait à la sortie il y a plein de gens qui viennent me demander, j'avais pas du tout l'habitude, c'est vraiment une découverte, des selfies, des machins, et je voyais que les gens c'était la vidéo Bleu Métal, quoi. Bleu Métal, Bleu Métal, Bleu Métal. Donc en fait il s'est créé une sorte de rapport inégalitaire entre moi et le reste de la troupe. Moi j'étais en avant et eux non. Et donc après j'ai dit il y a un truc qui va pas. Pour eux c'était un peu, mais donc du coup. Tu l'as mal vécu ? Je l'ai mal vécu pour eux parfois, Je trouvais que c'était, c'est jamais, on sort, les autres ils sont là un peu en carafe, c'est pas agréable quoi, et surtout qu'ils sont très talentueux, donc et c'est comme ça, après c'est un peu Black Mirror, hein, c'est quand les réseaux sociaux c'est ça peut être très vite dans un sens, très vite dans un autre aussi, hein, dans le sens inverse, mais du coup voilà, et donc après grâce à ça on a rempli 1 point virgule, 2 point virgule, 3 point virgule, 4 point virgule, 5 point virgule. Moi, dans ma tête, c'était j'ai fait le grand point virgule, je le raconterais à mes petits-enfants. C'est ta fierté de ta vie. Ah oui, voilà, je leur ai affiché, je les aurais bassinés avec ça. C'était ma guerre, le 21 mars, grand point virgule. Donc jamais j'aurais imaginé qu'on pourrait en faire un deuxième, ni un troisième. Et le seul problème, c'est comme on était une troupe, qu'ils étaient à Saint-Étienne, que du coup, il fallait payer les billets de train, qu'il fallait payer parfois l'hôtel, qu'il fallait payer le restaurant. En fait, on perdait de l'argent en fait, avec ça. Et je trouvais surtout que, et d'une, le spectacle il avait été écrit, c'était un truc un peu, c'était pas assez pro, voilà, pour être de toute façon tenir dans un spectacle, il n'était pas assez long en bouche pour tenir un spectacle. Et deuxièmement, c'est que du coup, voilà, il a été inégalitaire. Les gens ils disaient mais il n'y a pas assez de Chicandi sur scène, donc c'était un peu décevant parfois pour le public, décevant pour ma troupe. Il nous coûtait de l'argent. Bon, si on fait l'addition de tout, on dit bon. Donc du coup, avec mon copain Mathias Canariato, qui est mon co-auteur et qui est avec moi sur scène,
On a réécrit un spectacle cet été et pour pouvoir le jouer là, voilà, on a commencé dès novembre et voilà qui est où là je suis en one man show pratiquement et lui il vient ponctuer parfois pour me faire des personnages pour donner un peu de profondeur de chant à certains propos parce qu'on fait des ambiances un peu à la Saint-Jean-Hiver parfois il fait mon petit neveu avec qui on fume un joint à Noël avec où lui il a plein de rêves dans la tête et que moi je suis l'espèce de vieux bougon aigri qui lui explique que tout est pourri voilà et donc c'est cool voilà c'est cool d'avoir mon pote avec moi déjà il écrit très bien et puis en plus on peut réécrire ensemble. Ouais, ça permet bien. de challenger, de ne pas se sentir Exactement. seul. Et d'ailleurs, les gens me le disent parce que j'ai les 5 premières minutes où je suis vraiment tout seul sur scène. Et là, j'ai un trac de fou, mais que j'essaie de pas montrer. Et après, dès que mon Mathias arrive sur scène, c'est comme une peluche, un doudou. Je suis trop bien après. Et après, j'ai plus de problème, quoi. C'est parti. Ouais. Et puis pour Mathias, c'est cool aussi parce que déjà, je trouve qu'il joue très bien. Il a un très bon jeu. Et puis il progresse. Pareil, on avance en marchant, quoi. Et du coup, donc c'est un peu tes premières scènes. T'as pris des cours est-ce que tu te formes ou alors, j'ai pas pris de cours. J'avoue que comme je sais pas, il y en a quand ils se mettent au piano, ils sont plus voilà, ils ont un truc quoi. Et moi j'avais un truc avec la scène parce que j'en ai tellement observé. En fait, j'ai tellement observé que j'ai eu ce truc là. Honnêtement, je dis pas que à terme je veux pas prendre des cours ou renforcer, notamment pour mon jeu d'acteur. En dehors du one man show parce que c'est toujours bon de toute façon de se former toute sa vie donc voilà mais non pour l'instant non. Si je vois qu'à un moment donné je bloque sur certains trucs, je sais pas, c'est pas du tout improbable que je prenne pas des cours de voilà. Okay. Et donc là ta femme donc te soutient en disant bon tu fais ton truc pendant 6 mois et on voit après. T'as une petite fille? Oui, j'ai une petite fille qui a 7 ans dans une semaine. Et qui a réagi comment quand tu lui as dit papa il change de métier Alors ma fille elle est marrante, elle est dans son monde, alors du coup elle se marre. Alors au début je savais pas si elle comprenait tout parce que c'était il y a 1 an, elle avait 6 ans. Je voyais qu'elle comprenait hein. Je disais mais du coup papa il fait quoi ça? Elle me dit mais il est humoriste. Voilà. Et je dis c'est consiste en quoi? Il fait des blagues quoi. Ouais, oui bon ok non mais voilà, elle le prenait pas mal, ça la perturbait pas et après je lui disais surtout c'est un boulot sympa, c'est un boulot génial mais c'est un boulot quand même donc avec les contraintes du boulot, notamment des plages horaires qui sont beaucoup plus fluctuantes d'ailleurs et des absences plus répétées que mon travail d'avant et voilà. Et non après c'est surtout quand les gens se sont mis, on était dans la rue et que les gens se sont mis à me reconnaître dans des selfies, voilà, dans Lille ou voilà, quand on se balade, ou les parents d'élèves aussi quand on va à l'école et qu'il y a des parents d'élèves qui me demandent des selfies, des trucs où là elle s'est dit et surtout parfois elle est tombée sur mes vidéos. Mais ça c'est de notre faute hein, parce qu'en fait y a des parents qui sont pas du tout tablettes etc, ils ont bien raison et nous on est vraiment débiles donc elle a tablette, elle a tout, elle a accès à tout en fait tout le temps et parfois quand elle a pas assez de tablettes, on est au restaurant, elle prend les téléphones de papa ou de maman pour voilà, elle se met ses écouteurs voilà, comme on a la paix pour manger notre petite pizza tranquille. Et là en fait quand on a mon téléphone ou celui de ma femme, elle a accès à mes vidéos parce qu'elle a des YouTube adultes et en plus comme c'est des trucs, enfin je sais pas, je connais pas comment ça se passe, mais en tout cas ça propose donc c'est t'as les recommandations. Voilà, et donc elle voit son père, et donc parfois elle me disait mais t'aimes pas ça les fêtes de l'école quand je dis mais c'est un personnage mon cœur, voilà. Mais elle comprend, elle comprend que c'est un personnage, elle comprend qu'il y a Chicandier et qu'il y a papa et que c'est pas la même personne non plus exactement, et puis ça la fait marrer et surtout elle se fout de ma gueule parce qu'elle regarde Norman par exemple et elle me dit Norman il fait combien? Alors je dis Norman il fait 12 millions de vues. Voilà. Et toi tu fais combien? Celle-là j'ai fait 33 000 celle-là. Moi t'es déjà génial. Me dit mais toi c'est nul alors du coup. Je dis oui c'est moins bien que Norman. Je peux pas te dire l'inverse ma chérie. Et Norman c'est mieux, voilà. Ouais, c'est pas le même positionnement. Non, et puis je crois que nul n'est prophète en son pays et c'est très bien comme ça. Voilà, ça permet aussi moi ma femme et ma fille, j'ai pas des fans à la maison hein, Ta femme elle fait quoi comme métier? Alors ma femme elle était banquière. D'accord. Pour ça que je savais bien en parler des banquiers et maintenant elle s'est fait virer. Alors elle s'est pas fait virer mais en fait on a eu notre fille
Et après, il se trouve que moi, j'avais plutôt un bon salaire, etc. Et tu es bien placé pour en parler. Le monde de l'entreprise et le monde du travail est un monde très particulier, voire très cruel parfois. Et le monde de la banque peut être davantage dans certains domaines. Et ma femme n'en pouvait plus. Ouais. En fait, elle faisait vraiment conseillère clientèle pas pour les riches, pour les particuliers en général. Et elle a vu des situations dramatiques avec des positions de banque délirante. En fait, il faut vendre des lignes. On s'en fiche de la situation du gars. Le mec est désespéré. Le mec rentre dans un bureau. Son but, c'est de repartir avec 20 € dans la poche. Peut-être pour aller s'acheter des clopes, peut-être pour aller faire des courses pour ses gosses, peut-être pour aller picoler. On n'en sait rien. Mais en tout cas, il veut ses 20 €. Et il est prêt à signer tous les papiers au monde. Donc le mec, il repart avec 3 lignes de plus. On lui a mis 5,80 de forfait, je sais pas quoi. Limite, on lui a pris des frais parce que du coup, il peut retirer. Mais comme c'est pas le système normal de retrait, du coup, on lui prend 3 € de plus. Voilà. Donc, elle en pouvait plus, quoi. Elle m'a dit, quand c'est les riches, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, les riches, ils sont renseignés. Les mecs, ils ont des avocats, on leur fait pas signer les contrats comme ça. On ne prête qu'aux riches. C'est ça. Et les autres, ils signent n'importe quoi, et donc ils se mettent voilà. Donc elle en pouvait plus de ça, et donc comme moi j'avais la possibilité d'entretenir la famille sans qu'elle travaille, on a pris cette décision, et d'ailleurs à raison, parce qu'elle a pu s'occuper très bien de ma fille, enfin de notre fille, et voilà, et donc maintenant elle bosse avec moi. Okay. On a monté 2 boîtes, et donc l'avantage, c'est qu'elle fait du home office. Elle travaille très bien, elle est hyper rigoureuse. Pour le coup, elle est hyper rigoureuse. Donc elle fait la compta, elle fait la facturation, elle fait tout l'administratif. Puis elle me conseille beaucoup. Donc non, je bosse beaucoup avec ma femme. Super. Voilà. Et à partir de quand tu as pris un agent ? J'ai pris 2 agents. J'ai pris un agent à Paris qui m'a contacté. C'est Webedia. Lui, il est en freelance, mais grosso modo, Webedia, c'est ceux qui ont Norman fait des vidéos, etc. Qui m'a contacté en me disant, bah voilà, moi, est-ce que ça t'intéresse que je devienne ton agent ? Donc, Eric, que j'embrasse. Et j'ai un agent pour mes séminaires. Voilà, parce que c'est 2 choses différentes, et puis que Eric ne pouvait pas s'occuper de ça. Qu'est-ce que tu appelles séminaire ? En fait, je suis beaucoup contacté par les entreprises. Ouais. Alors c'était un peu particulier ça, parce que au départ il faut bien se mettre d'accord avec les dirigeants, et j'ai eu d'ailleurs quelques couacs au tout début, parce que il y a Caroline Vigneault qui fait ça notamment, et c'était grosso modo ce qu'on est en train de faire là, c'est comment on passe de notaire humoriste, etc. Et puis en fait le problème qu'on a eu, c'est que moi je suis capable d'en parler parce que c'est ma vie, etc. Mais les gens ils disent Yachicandier, bleu métal. Ouais, ça va partir en cacahuète. Non, surtout, ils voulaient. En fait, ils veulent l'humoriste. Ils veulent que je les fasse rire. Ils veulent pas. C'est bon, je me raconte 10 minutes. Ouais, on a compris. Mais maintenant, vas-y, bleu métal, fais-nous rire, fais des blagues, quoi. Et du coup, moi, quand j'arrivais, je dis, non, je fais pas de blagues. Je suis venu pour vous. Et donc, il fallait très bien s'entendre avec les dirigeants. Surtout après que ce soit pas décevant pour les salariés. Et donc, maintenant, j'ai compris. Et maintenant, je fais les deux. Donc, je peux parler. Si vous voulez qu'on parle sérieusement, on parle sérieusement. Si vous voulez que je parte, je vous fais des sketchs, je vous fais des sketchs. Voilà, je suis un peu plus l'homme orchestre, voilà, pour que les salariés, au moins, ils se disent, on a vu Chicandier, on s'est marré, quoi. Voilà. Ouais, on a vu Laurent, mais on a vu Chicandier. Mais on a vu Chicandier aussi. Ils veulent les deux. Ouais. Ils veulent les deux. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Est-ce qu'il y a des personnes dans ta vie qui t'ont inspiré ou qui t'ont permis d'accompagner ce changement de vie ? Alors oui, j'ai eu des très bons. Alors j'ai eu des très bons conseillers. J'ai eu Tom Dingler qui est un mec que j'adore, qui a fait plein de trucs, qui est hyper humble, qui est très talentueux, et voilà, donc il m'a conseillé, lui, que tu connaissais personnellement, que je connaissais personnellement, avec qui on était amis, avec qui d'ailleurs on se prend des murs, et voilà. J'avais eu un petit peu Alex Lutz, mais bon, il est très occupé, mais de temps en temps je l'ai appelé un petit peu au début pour lui demander quand même des conseils. Et j'ai eu mon Flo Gazan, Florian Gazan, en fait, qui m'avait contacté via Twitter, et avec qui on a commencé à échanger. On est devenus amis, on est carrément maintenant très très potes. Et lui, ouais, c'est un très bon conseiller. Pareil, il connaît tout le milieu de la télévision, de la radio, on va dire tout l'univers médiatique. Ça fait quand même
pas loin de 30 ans qu'il pratique tout ça. Et c'était le bras droit de la rue à l'époque. Et donc il a une histoire. En plus, son père était producteur de télévision. Donc il a une histoire de toute façon avec ça, avec la télévision, avec ce monde-là. Il est aux grosses têtes, il connaît très bien les équipes, du Ruquier, de tout ça. Donc lui, avec lui, je parle beaucoup. Voilà. Notamment la nuit, on peut s'envoyer des textos, machin, fais pas ça, fais peut-être un peu. Voilà. Mais après, dans ces trucs-là, il faut écouter beaucoup, mais aussi il faut s'écouter. Voilà. Parce que dans l'univers, l'autre jour, on m'a dit quel est le principal défaut du nouveau truc. Je dis, mis à part vraiment des très hauts et des très bas, qui parfois, ça, il faut arriver à le réguler, je pense, via effectivement peut-être la sophro, etc. Pas forcément l'alcool et l'exomil, c'est pas les meilleurs remèdes. Et c'est surtout que tout le monde conseille. Comme c'est un truc, tu devrais plus faire ci. Donc c'est comme quand les sélectionneurs en équipe de France, quoi. Tout le monde sait mieux que le sélectionneur, en fait. Il aurait dû faire jouer machin. Pourquoi il l'a mis à l'avant, voilà. Et donc il y a que des gens qui ont des conseils. Et donc à bout d'un moment, c'est peut-être un peu fatigant. Ça, alors quand c'est en soirée une fois, deux fois, quand c'est la 85e personne qui me dit oui, ou on devrait boire un coup, tu vois, il parlait d'autre chose, voilà. Et donc faut s'écouter. Donc je m'écoute aussi un peu. Et il y a des trucs que je fais très mal aussi, mais parfois il faut savoir se planter. C'est hyper important. Je me suis planté, j'ai pris des bonnes catoles, j'ai pris des fours, j'ai pris des bides, j'ai fait des chroniques nulles, j'ai vraiment pas tout fait bien, hein, mais j'apprends un nouveau métier. On n'apprend pas sans faire. Sans faire. Et il faut pas hésiter à y aller, quoi. Et faut pas hésiter à y aller. Alors le truc, c'est quand on fait humoriste, on se plante en public. C'est que quand on fait un mauvais dossier, c'est vrai qu'on peut le camoufler un peu, on se fait engueuler par son boss, mais quand voilà, là c'est en public. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut pas que ça soit trop répété, parce qu'au bout d'un moment, les mecs vont dire, mais humoriste, faut être drôle quand même. C'est un peu le but. Ah mince. C'est ça. Voilà, merde. C'est ça le truc. Ouais, faut essayer d'être marrant. Ouais, d'accord. Ouais. Je note pour la prochaine fois. Je note pour la prochaine fois. Donc voilà. Et donc là, depuis que tu as fait donc le point virgule, il s'est passé plein de choses dans ta vie. Ouais. Donc les 6 mois sont passés. Ouais. Et t'as continué. Et j'ai continué. Tu n'es pas devenu juriste. Donc ouais, j'ai continué. J'ai eu, grâce à Flo Gazan, d'ailleurs, j'ai pu faire de la radio cet été sur RTL. C'était vraiment le truc le plus impressionnant que j'ai fait dans ma vie, je crois. Le premier jour, d'ailleurs, j'ai fait une chronique qui était tellement à chier. Je sais même pas de quoi elle parlait. Elle était nullissime. Parce qu'en fait, au début, ils me font venir, mais ils disent il faut pas trop de gros mots, on est sur RTL, etc. Et ce que je comprenais. Et moi-même, je dis, c'est un challenge pour moi de ne pas écrire trop de gros mots, etc. Mais j'avais fait un truc, mais mièvre, mais aucun intérêt. Voilà, ni dans un sens, ni dans un autre. Et le lendemain, j'avais donc eu le directeur et je lui ai dit, ça va pas. Bon, voilà, faut que je fasse du chicandier ou rien, quoi. Quitte à ce que certains auditeurs même se sont agressés, voilà, et c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai dit, je fais du chicandier. Alors il y avait 4 minutes, c'était un tunnel, c'était trop long. C'est long, hein. Mais c'est l'enfer. C'est une chronique, mais moi je savais pas, je débutais, mais une chronique, là je suis chez Rire et Chanson, ma chronique elle fait 1h30, c'est très bien. Voire même entre 1 et 1h30, c'est parfait. Moi mes vidéos elles font 45 secondes. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Donc c'est bien court, hein. C'est bien, c'est plus punchy, il y a plus de punchline, les gens, voilà. Puis ça fatigue moins, parce que comme il y a beaucoup d'énergie dans tes vidéos, moi j'adore, hein, je suis une grande fan, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie, 4 minutes d'énergie comme ça. Exactement. Et donc après, j'ai essayé de montrer parfois d'autres facettes aussi, moins dans l'agacement, plus parfois, parce que moi, à la base, je suis plutôt quelqu'un qui lit, qui écrit, voilà. Moi, j'adore l'univers de Jean-Yann, par exemple, de Jean Carmet, des univers, j'adore Desproges, etc. Donc, j'ai essayé de montrer aussi d'autres facettes, mais parfois, c'est pas facile, parce que les gens, ils disent, moi, je veux voir chicandier des vidéos, je veux pas que l'autre, il se prenne pour Desproges non plus, voilà, te prends pas pour ce que t'es pas. Et donc, c'est trouver le bon, voilà, truc. Mais sur RTL, ça a été une très bonne école. Très bonne école où de plantades, de 2-3 chroniques pas mal. T'en as fait combien en tout ? J'en ai fait 30. Je dirais que j'en ai 15 sans intérêt, 10 vraiment à chier et 5
plutôt pas mal, voilà, dont je suis fier. Mais sinon, ouais, et puis alors, ça a été l'école de l'humilité. Hein. C'est-à-dire qu'au début, moi, j'arrivais, je disais, je suis sur RTL et tout, et après, en fait, sur les réseaux, je me faisais défoncer et tout, je faisais, waouh, il faut y retourner. Les gens sont super violents sur les réseaux sociaux. Ouais, en fait, pas de filtre. Ils te portent au nu, donc ils peuvent te descendre de la même façon, et c'est le jeu, il faut l'accepter. Mais parfois, surtout quand tu te lèves à 3h du matin, que t'es à Paris, il n'y a pas un chat, il fait 42 degrés, c'est la canicule, tu vas faire ta chronique et tu te dis je vais me faire dégommer l'après-midi, tu dis j'y vais sur les réseaux, j'y vais pas, moi j'y vais, je me fouette, j'y vais. Oh, nom de Dieu, voilà. Donc, du coup, t'es tout seul, sans ta tout femme. Tout seul, sans ma femme, sans ma fille, qui elle était dans le sud. J'ai eu un mois d'août, alors à la fois génial et à la fois j'ai dit, bon, ok, c'est vraiment l'humilité, apprends ton travail, baisse la tête. Et puis j'ai rencontré surtout 2 amis qui sont devenus amis, Stéphanie Loire, l'animatrice, et Cola. Avec qui on est devenu potes, quoi. Donc j'ai trouvé une nouvelle équipe, donc c'était cool. Puis sur RTL, le premier jour, c'est surtout quand on entend le tin 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 tin, j'ai l'impression d'avoir le général de Gaulle sur mes genoux qui m'observait. C'était hyper impressionnant. Et donc là, t'as enchaîné avec Rire et Chanson. Et après, après, en fait, donc après, surtout, on a écrit le spectacle. D'accord. On a écrit avec Mathias mois de juillet, et après, on a repris l'écriture au mois de septembre. Ouais. On a fini d'écrire notre spectacle, c'était surtout ça. Après, on a trouvé un producteur. Ça, c'était vraiment le b.a.-ba, parce que le b.a.-ba du métier, pour moi, c'est ça, c'est la scène, c'est les gens, c'est vraiment que les gens se disent, derrière les vidéos, il y a quelqu'un qui sait jouer, quelqu'un qui sait nous faire rire sur scène. Et après, du coup, j'avais été approché par le patron de Rire et Chanson, Laurent Thibault, mais qui n'avait pas de projet spécifiquement pour moi. Hein. Et il m'a juste dit, écoute, voilà, je t'ai vu sur tes vidéos, je t'ai écouté sur RTL, il y avait beaucoup de trucs à chier. Je dis, oui, c'est vrai. Il me dit, trop long. Je dis, oui, je sais. Et puis il me dit, écoute, voilà, bref, je voulais juste te rencontrer, etc., pas de problème. Et puis après, moi, je l'ai rappelé, je lui ai dit, écoute, je vais te proposer quelque chose, machin. Et en fait, il est génial pour ça, Laurent, parce que il ouvre le micro. Après, il dit, si ça marche pas, on se voit, on en parle, on débriefe, mais il laisse sa chance au produit. Génial. Voilà. Et ça, c'est fabuleux. Et c'est un mec en plus qui est dans la durée. Il y a Rémi Marceau, par exemple, qui fait les imitations le matin sur la chanson, que j'aime beaucoup et qui est très talentueux. Et il a mis 2 ans à installer sa chronique, quoi. Parce qu'au début, les gens, ils comparaient avec Laurent Gérard, ils comparaient avec d'autres imitateurs, etc. Et là, il disait non, mais vas-y, continue, machin, progresse en texte, encore. Et maintenant, sa chronique, elle est géniale, elle fait rire tout le monde, elle fait beaucoup de vues, il commence à avoir de plus en plus de notoriété, etc. Et Laurent Thibault est comme ça, il fait confiance, quand il voit qu'on est bosseur, qu'on a envie, qu'on a l'illumination dans l'œil, il y va. Et c'est génial. Moi, j'étais hier avec lui encore, et j'ai été renouvelé chez Rire et Chanson. Alors, j'étais content. Et, pour combien de temps? C'est des contrats de 3 mois. D'accord. Donc voilà. Donc après, on fait des points, mais c'est très bien. Voilà, on fait des points en disant ça c'est bien, ça s'est amélioré, ça c'est truc, ça s'est amélioré, ça c'est encore machin. Lui, son obsession, c'est de dire Chicandis, c'est très drôle, faut que ça soit dans l'énergie, pas toujours dans trop de vulgarité. Ouais. Et ça, du coup, je trouve que le langage français est suffisamment composé de synonymes pour pas être forcément obligé de dire les gros mots. Et c'est d'ailleurs parfois beaucoup plus drôle de pas utiliser. Il y a des gros mots. Il y a Seinfeld qui est un génie américain du rire, évidemment, qui ne dit jamais un seul gros mot et qui est pourtant génial et très 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 drôle. Et il y a Ricky Gervais, par exemple, qui vient de s'illustrer aux Golden Globes avec c'est un truc fabuleux, et lui, il arrête pas de dire des gros mots. Donc en fait, il y a pas de règle dans le laboratoire d'humour toujours, mais c'est pas mal de pas agresser non plus toujours les auditeurs avec trop de gros mots. Ouais. Voilà. Et comment ça t'est venu l'idée de commencer avec salut mes petits poulets, salut alors spontané comme ça? Ouais, ça je sais pas pourquoi. En fait, c'est l'histoire, c'est quand je me fais virer, etc. C'est le début de Noël. Donc moi, je suis très Noël, et je suis pas rancunier parce que j'en ai pour moi des Noëls de merde. Mais bref, et donc je pars avec ma fille acheter le sapin. Je mets la petite musique de Woody Allen. Il y a un petit truc où il y a la clarinette, où c'est tous les films de Woody Allen, etc. Donc il y a vraiment une petite ambiance Noël new-yorkais un peu même. Et donc on met les trucs, etc. Ma femme voit ça, et je me suis fait virer la veille. D'accord.
Donc elle se dit, ce mec est un gogol, en fait. C'est quoi que j'ai épousé, en fait. Ce mec, il a pas de conscience. C'est une huître, voilà. Et donc là. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Là, ça va faire 9 ans qu'on est ensemble et ça va faire 5 ans qu'on est mariés. On fête nos 5 ans de mariage en juin. Là. D'accord. Et donc là, elle s'est dit, mais c'est quoi ce mec? Voilà. Donc là, elle coupe la musique, elle dit, faut qu'on, toi. Et là, voilà, là ça, c'est parti un petit peu en godasse. Et donc, je lui dis, mais tu attends quoi de moi? Et elle me fait cette réponse qui est extraordinaire. Elle me dit, j'attends de toi que tu sois dépressif. D'accord, ok. Oui, je me suis fait virer, donc oui, c'est vrai, d'accord. L'état normal de quelqu'un qui s'est fait virer, c'est la dépression. Ok, donc j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas. Donc du coup, j'ai bouffé des Lexomil et je me suis mis devant Netflix, voilà, en survette. Là, j'avais une attitude qui semblait correspondre à ce qu'on attend. Est-ce que tu avais un petit verre de Jack en même temps? Non, alors du coup, non, je faisais vraiment juste Lexomil, Perrier et Netflix. Et je regardais la série de mon pote d'ailleurs, de Tom Dingler. Et du coup, quand le vendredi je fais la vidéo Bleu Métal, j'étais pas sorti de la maison depuis pratiquement une semaine. Et je lui dis, je vais chercher le pain. Et je vais faire une vidéo. Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit, fais ta vie, arrête de m'emmerder, voilà. Et c'est là que je me pose juste avant de rentrer chez moi et je fais la vidéo en une seule prise. Sans avoir écrit le texte. Sans avoir écrit le texte, juste parce que sur le chemin, je pense qu'on est vendredi et je pense au culte du vendredi midi que je me prenais quand j'étais dans le monde professionnel. Et du coup, je dis, tiens, ça peut être un bon thème pour faire rire. Et je sais pas pourquoi, je mets le truc et ça part, salut mes petits foies de veau, je ne sais pas pourquoi. Et c'est ça mon analyse, je ne sais pas pourquoi non plus. Et voilà, et du coup, ça a lancé le truc. C'est génial. Voilà. Et dans tes rêves, mais qui se sont déjà réalisés, il y avait le cinéma. Ah oui. Oula, mais là c'était des rêves. Moi, il y a Truffaut qui disait ça. Il disait, je pourrais vivre dans un cinéma. Mais moi vraiment, je pourrais vivre dans un cinéma. Je pourrais passer mes journées à regarder des films. Et d'ailleurs, c'est nos grands sujets de discussion entre les séries et les films. Moi, je suis film, ma femme est série. Et moi, je peux regarder 3 films dans la journée. Ma femme, elle peut se gaver de séries. C'est deux mondes qui s'opposent. Mais moi, je suis film. Et donc, je rêvais de cinéma, mais sans jamais pouvoir me dire que j'ai... Et en fait, c'est quand je travaillais encore, en fait, j'avais un pote comédien à Paris qui était après dans la troupe, d'ailleurs, des Bons Vivants, et qui m'avait présenté plein de gens. Et notamment, il me présente un réalisateur qui s'appelle David Mutzenmacher, que j'embrasse, que j'adore, et qui m'explique qu'il est en train de monter un film. Et il me dit, mais j'aimerais bien que tu passes le casting. Et je lui dis, je suis pas comédien. Il dit, écoute, viens passer le casting. Donc je vais passer le casting à Bruxelles. Il y avait un autre co-réalisateur qui s'appelle Gaëtan Likens, qui est un flamand que j'adore aussi. Et lui, il était vraiment pas convaincu. Surtout, j'arrive en mode, moi j'étais secrétaire général, quoi. Donc j'arrive en mode... notaire de province, quoi. Costard, mauvais costard, Jules, cravate marron, pompe en plastoc, gueule de notaire, maître Folas dans les tontons flingueurs, quoi. Et donc là, il fait, et je devais jouer un gitan ferrailleur, voilà, avec un œil crevé. Ouais, avec ma petite mèche sur le côté et mes mocailles, c'est vrai qu'il s'est dit, c'est pas le bonhomme. Et donc je passe les essais, qui était pas fabuleux, qui était pas mirobolant. J'en réessaye. Puis je fais ma dernière prise qui est un peu mieux. Mais bon, voilà, je rentre chez moi. Ma femme me dit alors. Je dis non, j'aurais pas le rôle. Mais bon, c'était marrant à faire. C'était mon premier casting dans ma vie, donc voilà. Et finalement, David m'a appelé le surlendemain en me disant, écoute, t'es pris. Tu viens? Je dis non. Il dit si. Je dis, je vais jouer dans un film. Oui. Et j'avais pas genre qu'un dialogue, quoi. J'avais alors c'est un tout petit rôle, hein, mais j'avais 2 jours de tournage, quoi. Je dis waouh, j'étais comme un dingue. Et donc on allait tourner une partie à côté de Bruxelles et à Charleroi plus précisément, et une autre partie dans un bled en Belgique où là j'ai rencontré comment il s'appelle, Paul Lussulitzer, qui était figurant dans le film. Enfin, là j'ai dit je suis plus dans le même monde là. C'est plus dans le même monde, mais c'était génial. Et le film, on espère, va être distribué, il va sortir là. On attend que le distributeur donne son go pour une sortie fin janvier, février, voilà.
Super. Et le film, en plus, a été primé au Festival de Groenland et il a été primé au Festival de Liège. Donc, je suis super content pour mes potes parce qu'ils commencent à avoir un très beau CV et voilà, donc c'est cool. Donc t'adorerais, là si on t'appelle demain, on te propose un nouveau film. Ah bah je serais comme un dingue. Ouais, le monde du cinéma, même là on a un super projet avec Mathias. En fait, on va réaliser un court-métrage. Et on a trouvé donc on a un producteur. Ouais. Donc là on a déposé tous les financements, on doit avoir le retour fin janvier et on attaque le tournage en avril. Génial. Voilà. Donc, et c'est mon pote Mathias qui va le réaliser parce que lui il est très aussi tourné réalisation. Okay. Moi je suis très dialogue et lui il est très, mais il est dialogue aussi, mais lui il est très tourné réal. Donc on va avoir une équipe de tournage. Ah ouais, ça va être fabuleux. Voilà. Une belle année en perspective. Une belle, bah oui, là on a le spectacle, on a le court métrage. J'ai aussi des petites choses à côté qui sont en train de se faire. Et puis j'ai ma boîte entre guillemets Bleu Métal qui c'est voilà. Du coup c'est une entreprise qui s'appelle Bleu Métal. Alors l'entreprise elle s'appelle Chicandier. Ouais. Et en fait, j'ai déposé une marque qui s'appelle Bleu Métal. D'accord. Le but, là, pour le coup, c'est pas de faire de l'argent. Enfin, si, c'est de faire de l'argent, mais pour pouvoir faire des projets, en fait. Okay. C'est pas un truc genre, je dépensais l'argent pour partir aux Seychelles. C'est le truc pour dire, si on a de la trésor, avec derrière la trésor, on peut... En fait, c'est plus on a de trésor, plus on a de liberté pour faire des projets. Plus derrière, moi, si je veux financer un moyen métrage, si je veux... voilà. Donc, du coup, on développe ça. Et donc là, on va faire... La bière Bleu Métal va sortir. Ok, génial. D'ailleurs, je vais la choisir lundi prochain. Donc là, on a le logo, on a le truc et tout. On a le distributeur. Donc ça, c'est génial. Donc non, ça fait des projets sympas. Ça fait des projets sympas. Si je te parle du syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que ça évoque chez toi ? Ça évoque toute ma vie. Ça évoque toute ma vie, le syndrome de l'imposteur. Parce qu'en fait, quand j'étais... Alors, j'ai eu de la chance, je me suis dit, en fait, les très bons juristes sont des juristes généralistes qui connaissent le droit voilà, au sens le plus large parce qu'en fait, ils sont intéressés par tous les droits qui peuvent communiquer entre eux. Et les mauvais juristes comme moi, souvent, s'hyper spécialisent. Ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait du droit immobilier, où là, pour le coup, j'étais pas mauvais. Hein. En montage immobilier complexe, j'étais devenu plutôt bon. Parce que après, on fait toujours la même chose, donc on connaît son sujet. Mais le syndrome de l'imposteur, je l'ai eu toute ma vie, parce qu'en fait, j'ai toujours eu l'impression de pas avoir gratté le dossier, de pas être rentré dedans, qu'on me regardait l'air de dire mais je sais que t'as rien foutu, tu me fais 3 pas américains là pour rien du tout, etc. Alors l'avantage, c'est que ce syndrome de l'imposteur, je l'ai vu chez plein d'autres gens, parce qu'entre imposteurs, l'avantage c'est qu'on se renifle. Et donc il y avait plein de gens moi qui me disaient, je faisais pas mal mon travail, hein, même j'ai toujours, quand on me donnait des projets, je suis plutôt même en mode chien de la casse, hein, donc j'y vais jusqu'au bout. Mais par contre, j'avais ce truc-là de dire, des gens qui venaient et qui me disaient, mais on voit bien que t'as rien à faire là, quoi. Voilà, que ça t'intéresse pas, que t'es pas dedans, voilà. Et donc je me disais, c'est vrai, ce truc-là de l'imposteur, je suis pas à ma place. Et aujourd'hui, quand je suis sur scène, alors après il y a des gens qui peuvent me trouver pas bon ou que je les fais pas rire, ce qui me décevrait beaucoup, et je me dirais zut, j'ai pas fait mon travail, mais en tout cas, j'ai pas syndrome de l'imposture. Plus syndrome de l'imposture. Est-ce que tu as eu des renoncements suite à ce choix, ce nouveau choix de vie ? Oui. Ouais, le premier, c'est la tranquillité. Un CDI, c'est mine de rien la tranquillité. C'est de dire que tous les mois ça tombe, qu'on sait exactement ce qu'on peut mettre de côté, pas mettre de côté, on peut prévoir les vacances, on peut prévoir tout. Et du coup, tu renonces à la tranquillité. Voilà. C'est au jour le jour, d'un mois sur l'autre, etc. Pour après une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus avec un spectre beaucoup plus large, mais tu renonces à la tranquillité, et la tranquillité parfois de ta famille, hein, parce que un CDI, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens sont dans leur boîte et peuvent pas trop en changer, je les comprends fortement. C'est qu'ils se disent, mais c'est quoi ? C'est quand on saute dans le précipice, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il se passe... Oui, ça remue. Vraiment, ça remue, pardon. Il y a du remous. Et voilà, c'est... Donc, la tranquillité, on l'a plus. Voilà, on la perd, mais pour ce qu'on gagne aussi en richesse.
Voilà. Et dans les richesses, il y a les rencontres. Ouais. Tu as eu un accueil incroyable, notamment par Bigard. Ouais. Bigard, que j'appelle papa. J'ai mon producteur aussi que j'appelle papa. Mais ouais, Bigard, il a cette générosité folle. Bigard, il accueille les gens. J'ai fait sa première partie à Fréjus le 5 août. Devant, il y avait 5200 personnes. Là, j'ai eu légèrement du stress, légèrement. Surtout que c'est pas mon public, donc forcément, voilà. Et les premières parties, on se dit c'est une chance incroyable, mais en effet, tu te dis c'est pas toi à la base qui sont venus écouter. Exactement. Et surtout, moi, en plus, je m'en suis rendu compte, sans le vouloir, hein, c'est que le public de Bigard n'est pas du tout le mien. Ça m'étonne pas parce que moi j'adore ce que tu fais, mais je suis pas du tout fan de Bigard. Et ben oui, en fait, je m'en suis rendu compte. Pour moi, c'était un peu pareil. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, j'avais beaucoup plus ce que les sociologues appellent les catégories socio-professionnelles supérieures, les CSP+, quoi. Et donc moi, c'est vrai que mine de rien, c'est pour ça qu'à un moment donné, on me dit « Ouais, mais arrête de dire que t'es fils de médecin, en fait, on s'en fout, etc. » Mais je dis « Mais en fait, sans le vouloir, un peu comme pouvait le dire Chabrol, je suinte la bourgeoisie par tous les pores de ma peau. Je suis un bourgeois de province, fils de bourgeois de province, avec des copains bourgeois de province. On a tous les codes de la bourgeoisie de province. J'ai tous les codes des 4 sup, au niveau de la glande, de la bouffe, de comment on camoufle le fait de ne pas avoir bossé et tout ça. Je parle beaucoup plus à ces gens-là. Je parle du ski. Qui va au ski, je parle des vacances au bord de la mer, sur la côte d'Azur. Je parle de tout ça. Donc je parle à des avocats, des médecins, et j'aimerais parler à des entrepreneurs, etc. J'aimerais parler à tout le monde, mais je pense que je fais beaucoup moins rire, effectivement, celui qui est en catégorie un peu, en tout cas au niveau financier, un peu en dessous, parce qu'il parle de trucs que je connais pas, donc ça m'intéresse pas, quoi. Il se reconnaît moins. Il se reconnaît moins, exactement. Est-ce que il y a une chose dont tu es le plus fier aujourd'hui ? Alors, c'est bateau. Le vrai truc, c'est qu'en fait, si t'as pas un cadre familial structuré, tout ce que tu fais, enfin pour moi, tout ce que tu fais n'a aucun sens. Voilà. C'est-à-dire que demain, le truc, si ma femme me dit je te quitte, qu'elle se barre avec ma petite. Honnêtement, je pourrais rencontrer Jack Nicholson, Depardieu ou n'importe, j'en aurais rien à foutre. Voilà. Donc c'est le truc dont je suis le plus fier, c'est que comme moi je viens d'une structure familiale qui était compliquée, c'est de pour l'instant réussir à faire une famille. On est 3, on est soudés, on s'aime très fort et qui compte, voilà, et qui est mon socle. Et voilà, ça c'est ma plus grosse fierté. C'est si on touchait à ça, je serais vraiment meurtri. Après, au niveau professionnel, la plus grande fierté, c'est la scène. C'est la scène, c'est vraiment de faire. Quand on fait rire, là par exemple, j'ai fait la première partie de Bigard à Lille. Au Sébasto, il y avait au théâtre Sébastopol, pardon. Il y avait 1300, 1400 personnes, je sais plus. Et j'ai fait hurler de rire 1400 personnes. Là, on a un sentiment. C'est aussi fort que le rire que de ta maman. Peut-être pas autant, mais non, mais c'est en fait c'est comme je crois que c'est la même sensation que j'ai jamais fait de parachute, mais je crois que c'est la même sensation parachute. Je veux pas y aller, on saute et on atterrit et on dit quand c'est que j'y retourne. Voilà, c'est une sensation folle. Et là, de fierté, oui, un peu, parce qu'on se dit j'ai bien travaillé, j'ai bien envoyé mes vannes pour que les gens s'y retrouvent et que c'est pas ton public et que les gens se marrent. Voilà. Donc ça, c'était gros kiff. Gros challenge. Et gros kiff et gros challenge. Est-ce qu'avec du recul, t'aurais aimé qu'on te donne un conseil ? En fait, dans ces trucs-là, il y a... mis à part s'écouter, c'est le seul conseil vraiment sérieux qu'on peut donner, c'est s'il y a un truc fort, il y a en fait, pour moi, c'est un peu par exemple, c'est comme quand, alors sans me comparer évidemment, hein, mais c'est quand je vois des super projets qui en fait partent de ça part toujours d'une énergie. Et parfois l'énergie, elle va dans tous les sens, mais quand il y a une énergie, quand il y a une flamme, il y a un truc, et à un moment donné, tu dis soit j'entretiens cette flamme et on y va, et je sais pas par où ça va partir. Si Zuckerberg, quand il fait Facebook, il sait pas où ça va partir. Non mais c'est vrai. Mais je le dis souvent. Ouais. Je dis souvent, mon mari me dit, j'ai cette idée de boîte et tout, il me dit. Mais bon, enfin même mon mari, même mon entourage, il me dit mais comment tu vas gagner de l'argent ? Par exemple, le podcast, comment tu vas gagner de l'argent ?
Mais je sais pas, mais Marc, quand il a lancé le Facebook, c'était pas le sujet. Exactement, en fait. C'était pas le sujet. C'était Voilà. pas le sujet. Ouais, il y a ça que je vois dans tes yeux, cette flamme. Quand t'as la flamme, quand t'as une passion, et que tu t'accroches. Alors malheureusement, si c'était si simple, il y a plein de gens qui devaient avoir la flamme et malheureusement le projet a échoué. Mais il faut remonter sur scène. Faut la flamme et peut-être le petit truc en plus qui fait que. Après, il y a plusieurs. Il y a la flamme. Il y a aussi le travail, de toute façon. Et voilà, il y a peut-être un peu de talent à la base pour ça. C'est-à-dire, moi, si demain je voulais être danseur étoile, c'est vrai que je pourrais faire tout ce que. Fantasia. Ouais, Fantasia. Dans Fantasia, je peux faire l'hippopotame, effectivement. C'est. Après, il faut se connaître un peu aussi. C'est-à-dire, moi, parfois, il y a des gens, ils me disent, je veux devenir humoriste, et vraiment, t'as pas envie de les blesser, déjà parce que qui suis-je pour juger? Peut-être qu'il fait rire plein d'autres gens, mais je vois dans ses attitudes qu'il fait pas rire en soirée, et qu'il est même un peu, tu vois, et t'as envie de lui dire, peut-être t'as d'autres talents que celui-là. Tu peux être un bon acteur, tu peux peut-être même être un bon écrivain, mais voilà. Et donc après, il faut se connaître un peu quand même, se dire que moi, si j'ai voulu faire humoriste, parce que je faisais déjà rigoler toute la classe et que je faisais déjà rigoler à l'arrière du bus et que je faisais rigoler tous mes copains. Tout le monde me disait, qu'est-ce que c'était rigolo. Enfin, on m'a pas dit, tiens, fais mannequin. Toi, personne m'a dit, putain, c'est trop con, tu devrais faire mannequin. Ta voix. et j'ai des potes hyper beaux gosses qui, eux, peuvent faire mannequin, même il y a des beaux gosses qui peuvent faire très rire aussi. Non, voilà. Non, je crois qu'il faut s'écouter un peu, se connaître, et puis après, il faut se lancer. Mais c'est le plus dur, c'est le saut. Tes prochains défis? Mes prochains défis. Alors, mon plus beau défi, c'est qu'avec Matou, notre spectacle fonctionne. Et quand je dis fonctionne, c'est-à-dire qu'on arrive à en vivre. Ça, c'est le plus grand défi. C'est-à-dire vivre de son art, c'est le plus grand défi. Que notre spectacle ait du succès. Qu'il ait un succès partagé, qu'il y ait un bon. Voilà, ça, c'est vraiment ma première priorité. Après. Tous les autres projets, ça sera ça. Et après, mon projet ultime, en fait, c'est je veux créer à terme. Moi, je suis très attaché à la ville de Saint-Étienne, et je veux créer à terme en fait une école avec le maire. Il faut qu'on commence à en parler un peu. J'en ai parlé par message Messenger. Et j'aimerais bien avoir un local pour faire en sorte que moi, quand j'étais gamin, j'aurais adoré que je puisse être exposé. Parfois une chronique, un truc, machin. Et il y a plein de gamins qui osent pas, il y a plein de gamins qui ont du talent, et peut-être dans des ateliers d'écriture, peut-être dans des ateliers de vidéo, de créer en fait une sorte d'espace où on aide des gamins qui ont du talent, qui osent pas, et à monter des pièces, à monter des trucs, etc. Ça, j'adorerais le faire. Génial. J'adorerais le faire, voilà. Avant de se quitter, à qui tu as envie de dire merci? Merci à toi déjà de m'avoir accueilli et interviewé très gentiment. J'ai envie de dire merci très basiquement. J'ai envie de dire merci à mes parents parce que c'est grâce à eux quand même que moi ils étaient très drôles les deux. Et on s'est beaucoup vanné et donc ils m'ont transmis ça quoi. Voilà, donc j'ai cette flamme en moi aussi parce que eux l'avaient en eux et qu'ils ont fait un parcours totalement différent, mais que c'est jamais gratuit. Voilà, ils m'ont quand même donné le sens de l'humour, je crois. Voilà. Un énorme merci Laurent. Merci. Et à très vite, j'espère. À très vite. Merci à Cosa Vostra de nous avoir accueillis dans leurs locaux. Retrouvez la photo de l'objet de Laurent sur pourquoipasmoi.co, tout attaché. Et n'oubliez pas que j'ai besoin de vous pour me suivre et me mettre des étoiles dans les yeux, grâce à vos notes sur Apple Podcast et vos commentaires. Si vous n'êtes pas familier avec ça, pas d'inquiétude, je vous ai fait un petit tutoriel tout simple sur mon site web. À très bientôt sur Pourquoi pas moi.